La photographie aérienne et la photo-interprétation en archéologie, troisième partie. Alors ici, on va voir d'autres cas d'application en archéologie. Donc, pour revenir sur le laser qui part et qui ricoche, l'acronyme LIDAR, Light Detection and Ranging, ou Laser Imaging Detection and Ranging, c'est un procédé donc de détection et de mesure de distance par la lumière. La lumière fait exactement comme le son pour le sonar et les ondes radio pour le radar. Voilà. Donc c'est une mesure par ricochet. Donc maintenant, c'est un outil assez formidable parce que les pays développés possèdent beaucoup d'images en lidar libre d'accès. La France, par exemple, couvre tout son territoire par des mesures lidar qui sont faites soit par satellite, mais surtout par avion. Donc on a une chance assez incroyable d'avoir une documentation qui n'est pas assez précise pour les archéologues, mais enfin on peut arriver à avoir de bons résultats. Donc ici, sur cette image que vous voyez, c'est un site archéologique dans lequel on a supprimé plus ou moins la végétation. Donc, dans ces champs, vous voyez ici des structures rectangulaires qui appartiennent à d'anciennes parcelles fossées. C'est une ancienne organisation du territoire. Ici, on a peut-être les restes d'une villa antique. C'est de la céramique qui a été retrouvée aussi sur le secteur. Il y a une ancienne voie romaine qui passe, et on le sait par la toponymie, c'est-à-dire les noms de lieux, la pavé. Pavé, ça renvoie souvent à une voie romaine qui passe à peu près dans ce secteur. Et là, sous le couvert végétal, le lidar permet de voir tout un ensemble de murs, de terrasses, de canaux, d'organisation du spatial alors que sur le terrain, on ne pouvait pas le voir parce que les broussailles sont totalement impénétrables. Donc ce lidar est un outil aussi formidable pour la recherche. Mais en fait, les archéologues combinent différentes techniques et donc ici, par exemple, je vous renvoie à l'étude d'un tel. Alors un tel, c'est une colline, vous la voyez sur la photo en Syrie. C'est une colline artificielle. C'est comme la ville de Troie. La ville s'est accumulée sur elle-même au cours de plusieurs millénaires d'existence. Donc ici, il y a une équipe franco-syrienne qui a fait toute une étude, observation morphologique et traces matérielles de calcis Kilzaris, qui a été publiée à la Maison de l'Orient méditerranéen en 2021. Et ce travail en ligne vous permettra de voir comment les archéologues travaillent sur un site en prenant en compte toutes les périodes qui vont du néolithique le plus ancien, on est en néolithique beaucoup plus ancien que celui qu'on connaît en France, jusqu'à jusqu'au Moyen Âge et à la période moderne. Alors, ils ont utilisé des prospections à pied, des inventaires à pied, ils ont fait des photos verticales, des photos obliques, ils ont utilisé aussi différents moyens d'investigation, y compris Google, et après, ils se sont équipés aussi de mesures géophysiques, c'est-à-dire des spécialistes qui viennent et qui ont des appareils de mesure perfectionnés qui sont des radars, c'est-à-dire là, c'est des ondes radio qui sont envoyées dans le sol ou par résistivité, c'est-à-dire que là, c'est par sismographie ou par magnétométrie, c'est-à-dire la puissance magnétique des composantes. On verra ça plus en détail. Quoi qu'il en soit, c'est la combinaison de toutes ces approches, de ces recherches qui permet de faire avancer ces connaissances. Mais bien sûr, en Syrie, seuls les Français peuvent se permettre ce tel luxe de moyens. Vous comprenez que maintenant, ces coûts sont relativement élevés. Alors, d'autres cas
plus proche avec des fourchettes économiques beaucoup plus réduites. On revient en Auvergne, donc ici, c'est toujours sur les sites de moyenne montagne, ces habitations SKV qu'on verra aussi sur les films que j'ai joints. Alors, ces structures qu'on voyait dans la neige, là, on les voit aussi assez bien avec un éclairage rasant. Donc ici, cette photographie a été prise avec un ULM, ultra léger motorisé. Donc là, il y a un pilote et un passager qui prend les photos obliques avec une lumière basse, c'est au coucher du soleil. Donc cet éclairage rasant permet de mettre en valeur aussi les irrégularités du sol. Et là, vous voyez donc ces séries de longues constructions creusées et ici, vous avez donc des personnes, l'équipe des prospecteurs qui viennent après mesurer et voir ces vestiges tout à fait considérables, puisque certains d'entre eux peuvent faire plus de 80 mètres de long. Toujours sur l'Auvergne, donc notre équipe de recherche utilise plusieurs outils à différentes échelles. Par exemple, en bas, vous avez une photographie satellitaire qui montre que les seigneurs de la ville de Murol qui possédaient des packages dans la montagne, sur le site de Chamgourdé, eh bien, ils faisaient un déplacement lors de l'hiver dans la plaine, dans la ville de Vial. Et donc on voit ici sur la photo satellitaire les zones de montagne en bas à droite, le site du seigneur de Murol, la plaine de l'Allier et la zone beaucoup plus tempérée de Vial, qui a un climat quasi méditerranéen. Donc ça, c'est une très grande échelle, hein. La diagonale fait à peu près une trentaine de kilomètres. Par contre, sur la photo du dessus, qui a été prise, elle, en montgolfière, c'est toujours le site de Chambourget, mais là, la diagonale fait moins d'un kilomètre. Donc là, voilà, ici, pourquoi on utilise différents instruments. Nous sommes là uniquement dans le spectre du visible. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de thermique, il n'y a pas de lidar, il n'y a rien du tout. C'est simplement des photographies en lumière réelle. Bon, il faut être un peu plus... Les images satellitaires sont toujours retouchées. Par contre, on peut faire des séries de combinaisons de photographies et de traitements informatiques grâce aux mosaïques d'images. Alors en général, on le fait grâce à des prises de vue faites par avion, par hélicoptère, mais aussi on peut le faire par drone. Donc là, c'est un outil assez accessible. Donc un ordinateur combine toutes les images et restitue le modèle en 3D. C'est ce qu'on appelle un modèle numérique d'élévation en M modèle numérique d'élévation MNE, donc qui est fait avec un drone. Donc vous voyez en haut les deux images et ici des croix qui donnent en fait c'est ce qu'on appelle un nuage de points, c'est l'ossature si vous voulez sur laquelle va se greffer le modèle en 3D. Donc ça, c'est un outil qui permet aussi d'avoir des mesures et de réaliser des mesures à la fois des altitudes, des distances, des surfaces, etc. Alors là, sur ce traitement des images, que ce soit avec l'outil informatique ou avec les images issues, les mesures issues des lidars, on a deux modèles. Il y a le modèle numérique de terrain dont j'ai parlé, qui est en rouge, c'est-à-dire c'est le sol. Et c'est ce qui intéresse en premier cas les archéologues. Par contre, le modèle numérique d'élévation ou de surface, quelquefois vous pouvez le trouver, lui, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire les constructions, les immeubles, et surtout la végétation, le couvert végétal. Donc, effectivement, le lidar on peut filtrer les images issues des lidars, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, on verra ça par la suite, comment on peut filtrer
la végétation qui est marquée sur le modèle numérique d'élévation et l'enlever pour obtenir le modèle numérique de terrain. Donc, les photos que je vous ai montrées en gris précédemment, c'est des modèles numériques de terrain. Par contre, les photos qu'on a vues avec le drone, elles, c'est toujours du MNE, c'est-à-dire des modèles numériques d'élévation. On a la végétation. Le drone prend des photos, c'est tout, on ne peut pas la supprimer. Alors voilà ici un cas d'application de différentes imageries. Nous sommes toujours en Auvergne sur un site qui est appelé le dolmen de Fredefond. Cette structure, bon, ben, elle est plantée, c'est un champ sur lequel il y a une pierre saillante qui est appelée dolmen. Vous voyez que la partie supérieure a été coupée et bon, elle est considérée comme étant un mégalithe du néolithique. Il faut insister que la région de Saint-Nectaire, en Auvergne, est une des régions les plus riches en mégalithes de France. Donc, c'est tout à fait normal. Cette pierre n'est pas locale, donc elle a été déplacée, et ce qui implique donc forcément cette hypothèse. Voilà des images plus près. On voit aussi des creusements. Les spécialistes appellent ça des cupules, des parties arrondies sur la face droite et la face verticale, pardon. La face supérieure a été coupée ultérieurement. Alors, ici, c'est le même site, mais en vue verticale par drone. Donc, le pauvre caillou ici, ce menhir se trouve là. Ici, il y a un chemin. Là, c'est un troupeau de vaches. Et ici, vous voyez des séries de taches qui peuvent correspondre à des différences de végétation. Mais là, par exemple, on a un faux ami, c'est que simplement l'agriculteur avait mis une première ligne de clôture ici, les vaches ont brouté l'herbe, puis une deuxième ligne de clôture ici, les vaches se sont déplacées, ont brouté plus l'herbe. Donc voilà ici un peu ces précautions à prendre. Par contre, là, ici, vous avez effectivement des tâches qui sont des indices montrant des différences d'humidité des sols. Donc ça, c'est une photographie verticale par drone. C'est une photographie oblique par drone. Donc on repère nos faux amis ici et là qui sont les secteurs où les vaches ont brouté progressivement l'herbe, mais par contre, vous voyez ces grandes taches un peu bizarres qui correspondent effectivement à des variations d'humidité. On retrouve aussi des éléments assez curieux, comme par exemple cette ligne plus verte qui pourrait correspondre soit à un fossé comblé, soit à une clôture ancienne qui a été supprimée. On retrouve ici une autre ligne avec plus d'humidité qui peut correspondre avec une présence donc fossoyée d'un fossé. Ici, c'est une photographie issue d'un satellite. Donc là, c'est Géoportail ou Google Maps, hein. Ce sont des images à très haute altitude. Donc, on retrouve nos éléments. Ce n'est pas la même saison, hein. Vous voyez que la végétation a changé. On retrouve les éléments, mais effectivement, grâce à ces séries d'interventions, on a bien repéré ici cette ligne, mais en fait c'est un piège parce que ces deux lignes correspondent à un ancien chemin. Et ici, là, on le verra par la suite, la présence une voie romaine. Ici, c'est un type de carte très important, ce sont les cartes du cadastre. On les verra en cours. Cette carte nous permet de comprendre où se situent les propriétés des gens et chaque espace est délimité, s'appelle une parcelle. La parcelle en haut numéro 7, la parcelle 8 et on retrouve notre parcelle 9 avec la limite dont je vous parlais tout à l'heure, ce faux ami. Mais vous voyez qu'ici, on avait une ligne qu'on appelle la voie qui ne correspond pas avec ces parcelles. Donc, on recoupe les informations. Ici, c'est une vieille photographie aérienne de 1956.
Alors, les vieilles photographies qui datent en général après la Seconde Guerre mondiale ont un apport considérable. D'une part parce que la végétation a changé, ici il n'y avait pas d'arbres et puis tout a poussé, et puis deuxièmement, les parcelles ont été modifiées au cours des années 1970-1980. C'est ce qu'on appelle le remembrement, qui est une catastrophe écologique. On a supprimé des haies, on a supprimé des fossés, et puis bon, maintenant il y a des inondations. Pour revenir sur cette vieille photo, on voit effectivement des champs qui étaient cultivés qui ne le sont plus, tout est en prairie. On retrouve cette ligne ici qui correspond à cette voie, mais qui ne correspond pas aux parcelles, puisque les parcelles sont cadastrées sont ici, mais on distingue considérablement, nettement cette tache de voie. Une autre photographie toujours par satellite, est contemporaine. C'est une photo de maintenant qui montre des photos en infrarouge. Donc là, les satellites se sont équipés de capteurs pour voir les différences de température. Donc là, si on voit des lignes verticales qui correspondent en fait aux traces des engins agricoles, on repère cette ligne oblique et celle-ci qui est à peu près la même en continuité et qui correspond à cette voie et cette ligne-là aussi. Par contre, tout autour du menhir, on voit qu'il n'y a rien. Donc ça, c'est une photographie des températures. C'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Donc, la couleur indiquant bien sûr les différences de température. Alors, voici une étrange image, c'est un lidar, mais le fichier est brut, c'est-à-dire que là, c'est les données qui sont envoyées par le satellite, elles sont traitées, mais c'est aux scientifiques à trier les informations. Donc, vous voyez qu'il y a du marron, il y a du vert, il y a du bleu. Eh bien, en fait, c'est des classes, c'est des groupes de mesures. Le marron, ça correspond au sol, au modèle numérique de terrain, et le vert, le bleu, c'est la végétation, c'est le modèle numérique de surface ou d'élévation. Alors, voilà ici la même image qui a été traitée, c'est-à-dire que là, on a enlevé la végétation, on a uniquement donc le sol sous les arbres, et là, effectivement, apparaissent donc des très légères dénivellations ici, là, et qui s'approchent du menhir. Donc là, on a une modification de relief, et ce n'est pas naturel, c'est artificiel. On retrouve la voie dont on parlait, qu'on avait aperçue tout à l'heure, et après, donc ici, là, mais c'est un peu plus délicat. Ici, par contre, c'est des reliefs naturels parce qu'on est sur un plateau et dans cette partie-là, c'est la pente naturelle du terrain avec des lignes un peu plus vives, c'est les affleurements rocheux. Voilà ce que l'on peut faire, c'est-à-dire on peut changer les traitements, accentuer les couleurs, on peut accentuer les images. Donc voilà, ici à peu près un type de manipulation des informations qu'on peut faire sur un lidar qui est accessible parce que bon, notre équipe n'a pas les moyens de se payer un satellite ni un hélicoptère, encore moins un drone équipé de lidar. Ça, c'est des données qu'on peut, par les traitements, on verra ça aussi en cours, affiner et utiliser en archéologie aérienne. Enfin, le même secteur a été survolé par des drones à différents moments de l'année. Donc, vous avez le menhir. Cette zone-là a été prise en plein été pendant la sécheresse. Cette zone-là a été prise pendant la période plus humide, fin de l'été, c'est-à-dire à l'automne, ainsi que cette zone-là parce qu'il y avait des labours. Donc on voit toujours ces diagonales avec ces chemins ici et là, les tâches un peu diffuses qui doivent correspondre, elles, à des variabilités du sous-sol, c'est-à-dire de la terre, de la géologie, des zones terreuses riches en humidité, des zones rocheuses plus proches du sol.
Mais on voit quand même une bande beaucoup plus importante ici qui se développe sur cet axe-là. Là, c'est toujours les modèles numériques de terrain qui sont de surface, pardon, qui sont faits, modèles numériques de surface, qui sont faits donc à partir des photographies des drones et des traitements des photos. Donc là, on ne voit pas le menhir, mais enfin, bon, vous comprenez à peu près le traitement des images et on a aussi toute une série d'observations. Enfin, on a, c'est assez accessible, un drone équipé d'une caméra thermique. Ce petit drone mesure les différences de température. Donc là, ici, ce qui est bleu, c'est les parties les plus froides et rouge, c'est les parties les plus chaudes. Donc vous voyez que la route, par exemple, à Gravillonnet, est extrêmement chaude. Ici, vous avez le menhir qui est relativement froid parce que la roche est présente, pardon, mais on repère toujours ici cette voie et ici cette zone qui a été due au piétinement des bovins, donc ça c'est une zone plus compactée. Mais par contre, cette diagonale-là renforce encore l'idée de la voie dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est une autre vue de ce secteur. Alors, elle est inversée, pardon. Le menhir est ici. La voie, la route actuelle est ici. Et là, vous avez cette grande bande là qui correspond donc à probablement une ancienne voie romaine. Alors ça, c'est des photographies prises pendant la sécheresse avec un drone en photographie visible. Et ce que vous voyez, c'est la mosaïque. Alors pendant longtemps, on a cherché le piège, c'est cette belle ligne-là, qui est en fait une conduite d'eau, l'eau potable de la ville de Saint-Nectaire. Et comme c'est une vieille conduite d'eau, alors d'une part, il y a le fossé qui garde l'humidité, mais elle fuit. Parce que les tuyaux sont en fonte et donc c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de ruissellement qui se développe à partir de cette canalisation. Mais ici, donc, c'est quand même un outil intéressant bon, bah, pour les déménageurs. Là, on est sur des tâches qui correspondent donc à des variations de la nature des sols, mais par contre, ici, cette bande correspond donc à un ancien tracé. Puis bon, on a retrouvé aussi dans d'autres documentations en prospection et puis en toponymie plusieurs attestations de ces voies romaines. Et donc là, on est sur un passage qui est celui d'une voie romaine. Donc, la relation entre ce dolmen du néolithique et cette voie romaine n'est pas évidente. Mais comme ce dolmen, et il y a d'autres cas aussi en Auvergne, on peut imaginer aussi que ce soit une borne kilométrique, ce qu'on appelle des bornes milliaires. On en a trouvé qui ont été pendant longtemps considérées comme des menhirs. Et en fait, c'était des bornes kilométriques. Donc voilà pourquoi on peut avoir un doute. Et la différence, c'est que le menhir est peu planté dans la terre, il n'a pas de fondation profonde, alors que ces bornes miliaires peuvent elles, être plantées à mi-hauteur. Bon, voilà. Seule une fouille pourra décider. Donc, ici, on peut voir qu'on a tout un ensemble d'instruments qui nous permettent de prospecter et vous voyez que la photographie aérienne fait partie d'un lot, d'un tout. Alors cela dépend des périodes. L'Antiquité utilise beaucoup la photo aérienne, bien sûr. Et puis après aussi, ça dépend des moyens, des financements. Alors, la prospection s'inscrit donc dans une problématique vaste. D'une part, il y a toute la documentation, les archives et la recherche, l'étude des cartes géologiques, les vieilles cartes, dont celle des Cassini, qu'on verra en cours, les cartes géographiques, les cartes environnementales, les données historiques, bien sûr, les travaux avec les musées, avec les associations et les érudits locaux, pardon, les informations ethnographiques, le patrimoine, les anciennes dénominations de lieux qu'on appelle la toponymie, etc.
Puis après, donc, vous avez les prospections, elles peuvent être aériennes, elles peuvent être sous-marines, bien sûr, ça dépend des milieux. Les études géophysiques par la résistance électrique des sols ou des matériaux. Les études électromagnétiques, les études radar, les études sismographiques et acoustiques, les sonars, les études dites thermiques des températures, la thermographique, c'est ce qu'on a vu. Mais bon, donc on rappelle qu'il y a des panachés de combinaisons de plusieurs méthodes, mais qui doivent être toujours validées par des prospections terrestres et vérifiées. C'est-à-dire que si on reste sur son petit ordinateur à voir des images, ça donne des hypothèses, mais celles-ci doivent être vérifiées absolument sur le terrain. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous voir donc la prochaine fois en cours.